Je n'aurais jamais pensé que dans cette chambre d'hôpital, à l'hôpital Saint-Joseph à Lyon, luttant pour ma vie, serait le moment où ma fille me trahirait. Le goutte à goutte de la chimiothérapie cliquetait doucement à côté. Son métronome cruel comptant ce qu'il restait de ma force. Mon corps tremblait. Pas à cause du traitement, mais des mots que je venais d'entendre. Elle n'en aura plus besoin longtemps de toute façon, murmurait Camille. 32 ans. Pensant que je n'entendais pas, elle se trompait. Je tournais légèrement la tête, prudente pour ne pas l'alerter, à travers le fin rideau. Je la voyais se pencher vers son petit ami, Lucas, 35 ans, un homme que je tolérais à peine, même dans mes meilleurs jours. Ses yeux se posaient sur la porte, méfiants, mais son rictus restait figé. La voix de Camille baissait encore. Le transfert est passé. Une fois qu'elle sera partie, nous serons tranquilles. La douleur était vive, pas à cause de ma santé défaillante, ni de l'aiguille perçant ma veine, mais parce que la fille en qui j'avais confiance, la seule famille qu'il me restait, divisait déjà mes biens, comme si j'étais un cadavre à réclamer. Ma respiration devenait courte, la trahison pesait lourd sur ma poitrine, plus épaisse que les fluides de l'IV circulant dans mon corps. Je serrais la couverture fine. Mon esprit s'emballait. Comment pouvait-elle? Il y a peu, j'avais signé ces papiers. Une procuration temporaire, disait-elle, juste pour m'aider à gérer. Pendant que je me concentrais sur mon traitement, je me souvenais de ses mains douces, couvrant les miennes, sa voix si douce. Maman, tu dois te concentrer sur ta guérison. Laisse-moi gérer les trucs financiers ennuyeux. Mon cœur battait si fort. Je l'entendais dans mes oreilles. Je voulais me redresser, exiger une explication. Mais mon corps refusait. La chimiothérapie drainait ma force. Pas mon esprit. Mon esprit s'éveillait soudain. Et ce que je voyais était horrifiant. J'essayais de calmer ma respiration. Mais mes mains tremblaient. Imaginais-je. Était-ce juste l'épuisement? Puis mes yeux attrapaient le dossier sur la table de chevet. Celui que Camille portait partout récemment. Mes documents financiers. Mon héritage. Les actifs durement gagnés de mon mari. Mon filet de sécurité. Toute ma vie. Partie. Les avait-elle pris? Pouvait-elle? Ma poitrine se serrait. Je fermais les yeux un instant. C'est alors que j'entendais la voix de Lucas. Basse, mais claire. Une fois la maison vendue, on est paré. Ça couvrira presque tout le démarrage. Démarrage. Je me sentais noyée, tout en restant parfaitement immobile. Ma propre fille, ma chair et de mon sang, l'enfant pour qui j'avais sacrifié, travaillé, m'étais inquiétée, planifiant tranquillement ma mort, comme si j'étais déjà partie. Et de pire, je lui avais donné les clés, la procuration, l'accès, parce que je lui faisais confiance. Ma bouche s'asséchait, en fixant le plafond, luttant contre la panique montante. Non, je ne mourrais pas comme ça. Pas trompée, pas volée, pas jetée. Il ne savait pas encore. Mais je venais de me réveiller. Une infirmière entrait, joyeuse, ignorante, tirant le rideau pour vérifier mes constantes. Camille et Lucas se redressaient vite, leur murmure cessant, comme si rien ne s'était passé. Camille me souriait doucement, la même expression répétée qu'elle utilisait depuis des mois. « Salut, maman, tu te sens bien ?» Je disais à Lucas combien tu es courageuse. Courageuse, elle le disait, comme si j'étais déjà un souvenir. Je hochais lentement la tête, forçant un faible sourire. Courageuse, oui, ma voix tremblait, mais pas de faiblesse, de rage. Avant tout ça, avant l'hôpital Saint-Joseph, le goutte à goutte, avant que je sache la vérité, je croyais vraiment que Camille se montrait à la hauteur. C'était un après-midi calme. Quand elle proposait d'aider, nous étions assises dans le jardin de roses de ma maison à Ouzès, l'odeur familière de la verveine flottant dans l'air. La maison était telle que je l'avais gardée, Ouzès, mais chaleureuse, mon refuge. Camille avait apporté des macarons de la petite pâtisserie en centre-ville.
celle où nous allions, quand elle était encore à l'université, avant qu'elle ne s'éloigne tant de moi. Elle posait la boîte doucement sur la table en fer forgé, chassant une poussière imaginaire, comme si elle prenait déjà possession de tout. « Maman », commençait-elle, voix douce, mais répétée. « Tu as assez à gérer avec le traitement qui commence bientôt. Laisse-moi m'occuper des factures, des comptes, juste jusqu'à ce que tu te sentes plus forte. » J'hésitais, mon estomac se nouait. Même alors, mais pas de suspicion, de culpabilité. Elle essayait, me disais-je, essayant d'être la fille que j'espérais qu'elle devienne. Et je voulais la laisser faire. Mais, chérie, j'ai géré tout ça pendant des années. Ma voix sortait plus faible que voulu. Même après tout, une partie de moi s'accrochait encore au contrôle. Ses yeux s'adoucissaient, comme une mère patiente, apaisant un enfant. Je sais, maman, tu as tant fait, mais je m'inquiète pour toi. Elle tendait la main, tapotait la mienne, comme je le faisais pour elle, quand elle était petite. Je veux juste que tu te concentres sur ta guérison. Tu ne devrais pas stresser sur les taxes foncières ou les comptes d'investissement. Je mordais ma lèvre, retenant mes larmes. J'avais toujours été fière d'être forte, indépendante, mais là, faible, chauve à cause de la chimio, désespérée que quelqu'un prenne enfin soin de moi. Il faudrait que tu gères l'accès bancaire, murmurai-je, à peine audible, les formulaires d'assurance, l'acte de la maison. S'il arrivait quelque chose, elle hochette la tête avec empressement. Bien sûr, je vais juste avoir besoin que tu signes quelques autorisations pour agir en ton nom. Elle sortait un dossier, soigneusement organisé avec des post-it marquants où ma signature était nécessaire. Procuration temporaire, expliquait-elle. Des trucs standards. Standards. C'est ce qu'elle appelait. Elle le faisait sonner si petit, si inoffensif. Je signais tout, chaque page. Ma main tremblait légèrement, en déplaçant le stylo, mais je gardais mon sourire stable. Je voulais qu'elle se sente en confiance. Je voulais croire que nous devenions enfin proches à nouveau. Lucas était là ce jour-là, assis discrètement dans un coin avec son café, disant peu. Sa présence semblait inutile, mais Camille m'assurait qu'il était juste là pour la ramener après. « Tu as de la chance de la voir », disais-je alors, ignorant le poids de mes propres mots. « Oh, je sais », riait-elle, affichant ce sourire répété. Il a été si soutenant à travers tout ça. Soutenant, oui. Je vois maintenant d'à quel point il l'était. Après ce jour, Camille venait encore plus, toujours avec des fleurs, toujours avec ce sourire. Elle apportait des livrets un après-midi, les préférés de mon mari. Je me demandais si elle s'en souvenait, ou si c'était un choix calculé pour tirer sur mon cœur. Elle s'asseyait près de moi, chassant des miettes invisibles de ma couverture, ajustant mon oreiller juste comme il faut, fredonnant doucement, comme quand elle était petite. « Tout va bien. Maman, j'ai vérifié les relevés. Ne t'inquiète de rien, disait-elle, voix lisse comme de la soie. J'ai même mis à jour ton testament, juste au cas où, tu sais, avec tous ces séjours à l'hôpital. » Les mots piquaient un peu, juste au cas où, comme si le traitement était déjà perdu. Mais j'hochais la tête, car je ne voulais pas qu'elle voie la peur qui me rongeait la nuit. La peur que peut-être je manquais de temps et quelle mère ne veut pas croire que son enfant a ses intérêts à cœur. Camille commençait à tout gérer. Courses, factures, même répondre à mes appels. Elle s'assurait que je me repose. Toujours reposée, toujours hors du coup. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ces petites choses. Maman, répétait-elle, rangeant les papiers dans son classeur en cuir soigné. J'ai tout sous contrôle. Je ne voyais pas alors combien elle m'isolait de chaque information, combien elle se glissait facilement dans chaque rôle que je remplissais. La procuration rendait ça fluide. Elle disait aux banques, aux comptables, même à l'ancien conseiller financier de mon mari, qu'elle gérait tout désormais. Et moi, sottement reconnaissante pour ses soins,
Je la laissais faire. Lucas devenait une présence permanente. Lui aussi, me saluant toujours avec cette politesse mielleuse. Comment va ma future belle-mère préférée? Aujourd'hui, disait-il, posant un baiser sur ma joue qui me donnait des frissons que je ne comprenais pas encore. Avec le recul, je me demande combien de fois ils ont ri dans mon dos après avoir quitté ma maison avec ces documents. Combien de fois ils ont murmuré sur ce qui serait bientôt à eux. À l'époque, je pensais simplement, au moins, je ne suis pas seule. Mon Dieu, comme j'avais tort. C'était une petite chose, à peine notissable, lors d'un contrôle de routine à l'hôpital Saint-Joseph. En attendant mes analyses sanguines, j'entendais 2 infirmières discuter à leur poste, leur voix désinvolte. Pas destinées à moi, si chanceuse. Safil a approuvé le transfert de fonds si vite. Le démarrage du petit ami va vraiment décoller. Je me figeais. Safil a approuvé le transfert de fonds. Pendant quelques secondes, je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. Mon cœur battait fort, comme si j'avais couru 1 kilomètre. Ma peau devenait froide. Je me déplaçais légèrement dans ma chaise, tendant l'oreille, feignant de feuilleter une magazine. Elle a tout signé parfaitement. Sans délai. J'aimerais que mes parents me fassent confiance comme ça, riait l'une. L'autre gloussait. Eh bien, espérons que le petit ami reste assez longtemps pour que ça vaille le coup. Je ne pouvais bouger, ni cligner des yeux. Ce n'était pas une coïncidence. C'était mon fonds, l'héritage de mon mari, le filet de sécurité financier qu'il avait laissé pour moi, pour mes soins, ma maison, ma vie. Et elles en discutaient, comme si c'était un cadeau généreux que Camille donnait à son petit ami. Je voulais crier, me précipiter pour exiger des réponses. Mais mon corps restait figé. Mes mains serraient le magazine si fort qu'il commençait à se déchirer. Combien avait-il pris? Depuis combien de temps? Soudain, chaque geste gentil de Camille rejouait dans mon esprit sous un autre jour. Les fleurs, la tisane, les rassurances douces, la manière dont elle m'avait lentement retiré de chaque décision. Ce n'était pas de l'amour, c'était une prise de contrôle. Et je lui avais donné les clés. Je passais le reste du rendez-vous engourdi, hochant la tête quand nécessaire, répondant comme un robot. Ma tête tournait de questions, mais une pensée tranchait tout. Je dois découvrir exactement combien ils ont volé. Car si ce que je suspectais était vrai. Ouais, ce n'était pas juste une trahison, c'était du vol. Le lendemain, j'appelais Anne, 62 ans. Elle arrivait cet après-midi-là, montant les marches avec la même grâce stable qu'elle portait toujours. Anne Lefebvre était mon amie depuis presque 40 ans, plus longtemps que Camille n'avait vécu. Nous avions élevé nos enfants ensemble. Enterré nos maris dans le même sol froid, appris à la dure que la vie donne rarement sans prendre d'abord. Elle entrait, me prenait dans ses bras, je ne réalisais pas combien j'en avais besoin, jusqu'à ce que ses bras m'enlacent. Le thé est prêt. Prêt, disais-je, forçant une sourire, et un gâteau au citron. Bien, répondait-elle, ôtant son manteau. Car quelque chose me dit que ce n'est pas juste une visite amicale. Je ne répondais pas tout de suite. Nous nous installions dans le salon, le même salon, où Camille m'avait trompé pour tout signer. Le silence durait quelques minutes, tandis que nous sirotions notre thé. Le gâteau restait intact. Enfin, Anne se penchait, ses yeux se rétrécissant doucement. « D'accord. Catherine, dis-moi. » Je fixais ma tasse, sentant le nœud se resserrer dans ma poitrine. Ma voix sortait douce, mais ferme. J'ai fait une erreur. Anne, son expression ne changeait pas. Elle attendait. J'ai donné à Camille une procuration, avant le début du traitement. Temporaire, du moins je le pensais. Ma voix tremblait sur ce mot. La mâchoire d'Anne se crispait légèrement. Elle ne disait rien, mais je voyais l'éclair de compréhension dans ses yeux. J'avalais hier à l'hôpital.
J'ai entendu des infirmières parler. Apparemment, elle et Lucas ont transféré mon argent dans un projet commercial, sans demander, sans me le dire. Dans mon dos, Anne ne réagissait pas, posait son thé, croisait les mains proprement sur ses genoux. C'était toujours sa manière. Calme d'abord, furieuse après. « Sais-tu combien ?» demandait-elle doucement. Je secouais la tête. « Pas encore, mais je sais qu'ils prennent. Et je sais que j'ai signé des papiers que je n'ai pas lus. » Maintenant, elle expirait, lente, mesurée, puis parlait enfin. « As-tu des copies de ce que tu as signé ?» Je désignais la petite boîte de dossiers sur la table d'appoint. Tout ce qu'ils m'ont donné à garder. Probablement pas tout ce que j'ai signé. Cependant, Anne tendait la main, tirait la boîte sur ses genoux, l'ouvrait avec l'aisance méthodique de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire des contrats, des petits caractères. Ses yeux parcouraient les pages. Ses doigts tournant l'une après l'autre dans un rythme pratiqué. Des minutes passaient en silence, tandis qu'elle l'était. Parfois, elle murmurait sous son souffle. Comme toujours, quand quelque chose l'irritait, un petit claquement de langue, un rapide rétrécissement des yeux. Enfin, elle s'adossait. « Il y a de la falsification ici », disait-elle crûment. « Pas toutes ces signatures sont les tiennes. Et même si tu en as signé certaines, il y a des addendums ajoutés après. Ils ont étendu l'autorité bien au-delà de ce que tu as accepté. » Je la fixais, poitrine se serrant. Il planifie ça depuis un moment. Catherine, ce n'était pas juste de la commodité. C'était calculé. Je sentais mon souffle se couper. Le poids s'écrasant à nouveau. Peuvent-ils prendre la maison? Les yeux d'Anne s'adoucissaient un instant. Pas encore. Mais si tu n'avais pas entendu cette conversation hier, ils y seraient bientôt. Mes mains tremblaient légèrement. En saisissant ma tasse, je me sens si idiote. « Anne, non », disait-elle fermement. Sa voix tranchante m'enrontait. « Tu n'es pas idiote, tu as fait confiance à ta fille. Ce n'est pas idiot, c'est de l'amour. » La boule dans ma gorge menaçait de me briser. Mais je la retenais. Que fais-je maintenant? Le visage d'Anne s'aiguisait. Ses instincts d'ancienne parajuriste s'enclenchant. « D'abord, reste calme. Ne les laisse pas savoir que tu suspectes quelque chose. Dès qu'ils pensent que tu es sur leurs traces, ils accéléreront. Tu dois rassembler plus. » Discrètement, elle marquait une pause, baissant la voix. « Bien que personne d'autre ne soit là, donne-moi la permission. Et je creuserai plus loin. » Discrètement. Je hochais la tête, avalant difficilement. « S'il te plaît, Samantha Dight serait la mienne. » Nous n'en avons pas fini, Catherine. Loin de là, pour la première fois depuis des semaines, je sentais quelque chose de faible remuer en moi. Pas encore de l'espoir, mais quelque chose de proche. Les jours suivants étaient une torture discrète. Camille continuait à venir, joyeuse comme toujours. Trop joyeuse. Elle apportait de la soupe fraîche, regonflait mes oreillers, réorganisait ma boîte de médicaments. Toujours planant. Toujours souriant, « Tu n'as rien à craindre. »« Maman, » roucoulait-elle un soir, « j'ai payé les services publics, l'hypothèque gérée, même vérifié tes polices d'assurance aujourd'hui. Tout est sous contrôle. » Ces mots tordaient mon estomac. Sous contrôle. Oui, le sien. Je hochais poliment, cachant mon dégoût derrière un sourire crispé. Je ne pouvais pas la confronter. Pas encore. Anne avait raison. Il nous fallait des preuves, pas des émotions. Chaque nuit. Après le départ de Camille, je m'asseyais au vieux bureau en chêne construit par mon mari, triant chaque document que je pouvais trouver. Relevé bancaire, rapport d'investissement, déclaration fiscale, tout ce qui pourrait dire jusqu'où elle était allée. Il y avait des lacunes partout. Les anciens relevés mensuels manquaient. Plusieurs comptes ne rapportaient plus de soldes à ma boîte aux lettres. Je lui avais fait confiance pour passer au sans-papier il y a des mois. Son idée, bien sûr, t'éviter le tracas de trier le courrier. Maman, mon Dieu,
comme j'avais été aveugle. La maison était si silencieuse le soir maintenant. Juste le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale. J'aimais autrefois le silence, après la mort de mon mari. Une sorte de paix. Maintenant, ça semblait une isolation suffocante. Comme si j'étais piégée dans ma propre maison, complètement dans le noir, pendant que ma fille vidait tout ce que j'avais construit. Camille m'envoyait des textos constamment. « N'oublie pas ton rendez-vous de 10 heures. Maman, j'ai recommandé tes médicaments. Tout est prêt. Souviens-toi, repose-toi. D'accord. Ne t'inquiète pas des factures ou relevés. » C'était presque impressionnant, le niveau de performance. Elle jouait la fille attentionnée avec la perfection d'une actrice, livrant son meilleur rôle. Mais maintenant, je voyais à travers chaque ligne, chaque mot gentil. Elle ne me protégeait pas. Elle protégeait son plan. Et bientôt, grâce à l'enquête discrète d'Anne, je saurais exactement jusqu'où allait sa trahison. À la fin de la semaine, Anne avait fait ce que je ne pouvais pas. Elle s'asseyait en face de moi dans la librairie café, la plume et le grain à Uzès, son sac à main reposant à côté, comme un partenaire fidèle. Elle ne perdait pas de temps avec des amabilités, ouvrait son dossier, posait les papiers soigneusement. « Un parent », comme devant un jury. « Catherine », disait-elle doucement. Ils ont été très occupés. Je fixais les documents. Mon nom, ma signature, griffonnée sur des formulaires jamais vus. « Ceux-ci sont des falsifications pures », continuait-elle. Tapotant plusieurs pages, l'écriture est proche, mais pas assez. Les tampons de notaire, bâclés. Si ça va au tribunal, ça ne tiendra pas. J'avalais difficilement. Et les transferts. Ses lèvres se serraient. Une partie de tes comptes de courtage a été transférée dans un fonds privé. Compte ouvert sous l'entreprise de Lucas. Le fonds a ton nom comme investisseur principal. Mais tu es listée comme inactive pour toutes les décisions de gestion. Je me sentais comme si l'air m'avait été arraché. Ils ont utilisé ton argent pour financer son projet commercial. Je pressais ma main à plat sur la table, me stabilisant. Combien, Anne? Sa voix s'adoucissait, presque dans 1000 €. Et c'est juste ce que j'ai confirmé jusqu'à présent. La pièce tanguait légèrement autour de moi. Mais je tenais bon. Ils sont ambitieux, ajoutait-elle après un temps. Je dois leur accorder ça. Je laissais échapper un souffle amer des voleurs ambitieux. Anne hochait la tête. Ils ont bien planifié. Ils comptaient sur ta maladie, ta fatigue, pour ne pas remarquer. Ils jouent que le long jeu. Catherine, le long jeu, c'est ce qui tordait le plus mon estomac. Ils ne pensaient pas que je vivrais assez longtemps pour comprendre. Ils ne volaient pas juste. Ils m'attendaient. Je fixais à nouveau la pile de papier, mon poulet se stabilisant. Pas de peur, mais de quelque chose de plus froid, de plus net. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je, voix basse. Anne se penchait, sa voix à peine un murmure. « Maintenant, rien. Pas encore. » Je clignais. « Rien, rien de visible, » clarifiait-elle. « Tu agis comme si tu ne savais rien. Tu laisses Camille penser que tu es encore faible, aveugle. C'est ton plus grand avantage maintenant. » Elle marquait une pause, baissant encore la voix. Pendant ce temps, je continue de creuser. Je te donnerai une chaîne de preuves solides. Signatures falsifiées, transactions non autorisées, abus de devoirs fiduciaires, exploitation d'un adulte vulnérable. Nous construirons brique par brique. Un léger frisson me traversait. Ne remarqueront-ils pas que tu enquêtes? Elle souriait faiblement. Pas de la manière dont je le fais. Je regardais mon amie, cette femme, qui m'avait soutenue à travers chaque tempête. Elle n'était pas juste une parajuriste. Elle était une stratège, une combattante. « Anne, murmurai-je, pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Elle tendait la main, couvrait la mienne. « Parce qu'un jour ça pourrait être moi, ou quelqu'un d'autre qu'on aime. Et parce que tu mérites mieux que d'être volé par ton propre enfant. » Un instant, la boule dans ma gorge menaçait de me briser. Je n'ai jamais pensé que ce serait elle,
disais-je enfin, voix craquée. Personne ne le pense, murmura Anne. La serveuse apportait notre café, interrompant le silence lourd. Nous sirotions en silence quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. Enfin, je parlais à nouveau, voix plus stable. Combien de temps ça prendra? Quelques semaines, disait-elle. Peut-être plus, mais il faut de la patience. Plus ils pensent que tu es ignorante, plus ils seront négligents. Je haussai la tête. Je peux rester silencieuse. Et quand nous serons prêtes, disait-elle, yeux brillants d'un acier discret, nous frapperons. Le masque glissait enfin. Camille arrivait ce dimanche après-midi avec une énergie différente. Elle ne jouait plus la fille attentionnée. Pas aujourd'hui. Une pointe dans sa voix. Une patience forcée accrochée trop fort à chaque mot. Elle ne perdait pas de temps. J'ai apporté des papiers. Maman, disait-elle, entrant dans le salon, jetant son sac de designer sur le fauteuil, comme si elle possédait l'endroit. Juste quelques précautions à gérer pour ta tranquillité d'esprit. Mon estomac se tordait. Je savais que ça viendrait. Anne m'avait prévenu qu'ils accéléreraient. Voir ma propre enfant me traiter comme un obstacle. Une douleur que je n'avais pas anticipée. Camille s'asseyait en face, sortant un dossier épais. Avec ton état, nous devrions vraiment penser à l'avenir. Je gardais un visage calme, comme Anne m'avait appris. Penser à l'avenir. Eh bien, oui, disait-elle doucement, glissant la première page vers moi. Tu sais, au cas où le pire arrive. Je jetais un œil au document sans bouger mes mains. Le titre en haut confirmait ce que je savais. Accord de transfert de propriété. Sa voix tombait dans ce ton douceâtre qu'elle utilisait quand elle me vendait quelque chose. C'est juste pour simplifier tout. Si quelque chose devait arriver, ça évite les complications légales avec l'homologation. Les dépôts fiscaux. Lucas a parlé à un conseiller financier. Lucas, coupai-je doucement. Il t'aide beaucoup. N'est-ce pas? Une lueur traversait son visage. Elle la couvrait vite d'un sourire éclatant. Il essaie juste de s'assurer que tout est sécurisé. Pour nous deux, pour toi. Maman, je laissais le silence s'étirer. Assez pour la rendre mal à l'aise, mais pas assez pour révéler mon jeu. Enfin, je demandais, et ça transférerait la maison directement à toi. Ouais, disait-elle. Trop vite. Mais c'est juste pour rendre les choses plus fluides plus tard. Je la regardais longtemps. C'était ma fille, mon enfant. Et pourtant, elle essayait de voler ma maison, pendant que j'étais encore assise dedans, vivante, respirante. « Tu penses vraiment qu'on doit faire ça maintenant ?» demandai-je doucement. Son sourire se crispait. « Je veux juste être préparée. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ces choses. » Préparée. Elle ne pouvait même pas dire les mots à haute voix. Qu'elle pariait sur ma mort. Je souriais, tenant son regard. « C'est très attentionné de ta part. » Une autre longue pause. Elle perdait patience. Je le sentais sous sa peau. « Comprends-tu seulement combien ça deviendra compliqué? S'il t'arrive quelque chose, lançait-elle enfin. Frustration saignant dans sa voix. Voilà. Je posais mon thé lentement, laissant le moment s'étirer un peu plus. « Je suis sûre que tu t'en sortiras, » disais-je. Voix toujours calme. « Tu as si bien géré tout le reste. » Sa bouche s'ouvrait, mais aucun mot ne sortait. Elle n'attendait pas de résistance. Pensait que j'étais encore trop faible, trop reconnaissante, trop désespérée. Je me levais, mouvement lent, délibéré. Je vais y réfléchir. Camille, mais pas aujourd'hui. Sa mâchoire se serrait. Maman, pas aujourd'hui. Je souriais à nouveau, comme elle souriait, en montant en face. Mais ce sourire était différent. Le mien portait quelque chose que le sien n'avait jamais. Le contrôle. Elle rangeait les papiers sans un mot. Mais je le voyais. Cette lueur de colère, de panique. Elle sentait ça glisser. Et je ne faisais que commencer. Dès cet instant, ça devenait un jeu de faux semblants.
Camille continuait à visiter, proposant de revoir les papiers tous les quelques jours, souriante, comme un chat tournant autour de sa proie. Chaque fois, je retardais, posais des questions innocentes, demandais plus d'explications, feignais la confusion sur les termes légaux. « Je veux juste être sûre. Ma chérie, disais-je, voix douce, yeux grands, je ne suis plus aussi vive qu'avant. Toussait. Elle gobait tout. Mes retards ne déclenchaient pas de suspicion. Ils nourrissaient sa confiance. Elle croyait contrôler. Pendant ce temps, Anne et moi travaillions discrètement en coulisses. J'achetais un simple enregistreur vocal, capturais chaque conversation que Camille initiait sur la maison. Les comptes, les précautions. Je la laissais parler librement. Plus elle parlait, plus nous rassemblions de preuves. Fais-moi confiance. Maman, l'avocate a tout vérifié. Tu n'as pas besoin de t'embêter avec ces détails. Ces mots étaient tous là, enregistrés. Horodatesh, stockés en sécurité. Chaque manipulation subtile, chaque poussée, chaque allusion que c'était pour ma protection. Je planifiais même un faux rendez-vous de Secondavis, hors de la ville. Ça donnait à Anne plus de temps pour récupérer des copies supplémentaires de l'historique de mes comptes, sécuriser la vérification experte des signatures falsifiées suspectées. Chaque nuit, assise à mon bureau, examinant ce qu'Anne découvrait, je sentais ma colère s'aiguiser en quelque chose de plus froid, de plus fort. Camille avait construit son piège soigneusement, mais elle faisait une erreur. Elle pensait que je resterais tranquillement à l'intérieur. Le bureau de maître Julien Fournier, 50 ans. Anime était petit, mais propre. Pas de meubles luxueux, pas d'art prétentieux sur les murs, juste des faits. Du papier, une détermination discrète. Exactement ce dont j'avais besoin. Maître Fournier se penchait, ajustant ses lunettes, en examinant la pile croissante de preuves qu'Anne et moi avions rassemblées. Les enregistrements, les signatures falsifiées, les relevés financiers avec transfert non autorisé. Tout était là, clair comme le jour. Il expirait par le nez, stable, composé. Madame Dubois, aucun doute. Ils ont commis une fraude. L'entendre dire à voix haute frappait différemment, plus net, plus réel. Fraude, c'était ce dont ma propre fille était coupable. L'enfant que j'avais élevé, à qui j'avais tout donné. Je croisais les mains fermement sur mes genoux, forçant mon visage à rester calme. Que pouvons-nous faire? Maître Fournier tapotait le bord du dossier d'un doigt. Vous avez été prudente. C'est bien, très bien. Les enregistrements seront puissants. Ils montrent non seulement l'intention, mais la tromperie continue. Les documents falsifiés rendent ça encore plus fort. Il marquait une pause, me regardant dans les yeux. Mais le timing est tout. Je hochais lentement la tête. Nous attendons. Oui, il s'adossait légèrement. Si nous agissons trop tôt, il pourrait déplacer des actifs que nous n'avons pas localisés. Ou pire, commencer à détruire des preuves que nous ignorons. Mon estomac se tordait à nouveau. Ce n'était pas juste les attraper. C'était s'assurer que rien ne glisse entre leurs doigts avides. Combien de temps attendons-nous? Demandai-je doucement. Aussi longtemps que nous pouvons nous le permettre. Sa voix s'adoucissait. Plus vous restez docile, plus ils creuseront leur propre trou. Je restai là un long moment, laissant le silence remplir la pièce. Mon esprit revenait à tous les instants où Camille s'était assise en face de moi ces derniers mois, souriante, mentante, me réconfortant. Pendant qu'elle volait ma vie sous mes pieds, elle ne volait pas mon argent, elle volait ma dignité. Et maintenant, morceau par morceau, je la reprenais. La voix de Maître Fournier me tirait de mes pensées. Entre-temps, nous préparerons des injonctions. Nous déposerons pour des gels immédiats de compte. Une fois prêts à frapper, mais je ne bougerai pas tant que vous ne serez pas certaine qu'elle ne le verra pas venir. Je croisai son regard. Elle ne le verra pas. Bien,
Il hochait la tête, fermant le dossier doucement. Ce n'est pas inhabituel. Vous savez, je haussais les sourcils. Des parents trahis ainsi. Il offrait un sourire triste. Plus que vous ne pensez, les cas d'abus financiers sur aînés sont parmi les plus laides que je vois. J'avalais difficilement. Un maigre réconfort de savoir que je n'étais pas seule. Mais ça ne rendait pas la trahison plus facile. En quittant le cabinet Fournier à Nîmes cet après-midi, le vin d'automne coupait à travers mon manteau. Je marchais lentement, mon souffle formant un brouillard dans l'air froid. Les feuilles s'étaient transformées, s'éparpillant sèches, cassantes sur le trottoir. Comme la confiance, pensais-je, une fois brisée, impossible à recoller. En rentrant chez moi à Ouzès, un autre message vocal joyeux de Camille m'attendait. Sa voix lumineuse, sucrée remplissait la pièce. « Salut, maman, juste pour vérifier. Fais-moi savoir, si tu as besoin de quelque chose. »« D'accord, je t'aime. » Je fixais le téléphone, longtemps après la fin du message. Les mots étaient vides maintenant, si répétés. Insignifiants, je t'aime. Qu'est-ce que l'amour sans respect? C'est du contrôle. C'est ce que c'était toujours pour elle. Du contrôle déguisé en affection. Je supprimais le message sans répondre. Plus tard ce soir-là, Anne passait. Nous nous asseyions ensemble en silence un moment, sirotant du thé, regardant la cheminée vaciller. Elle a encore appelé, demandait enfin Anne. Je hoche la tête, comme une horloge. Elle essaie de te garder douce, disait Anne doucement. Te garder malléable. Elle pense que tu es encore trop faible pour te battre. Je souriais faiblement, fixant les flammes. Elle n'a aucune idée de ma force maintenant. Ça commençait discrètement. Comme toutes les meilleures frappes. Anne arrivait tôt ce matin, son manteau saupoudré d'une fine couche de givre. Elle apportait des dossiers, des sourires discrets, une urgence silencieuse sous son calme. Mais quelque chose était différent cette fois. Pas juste dans les papiers d'Anne. Un mois, j'étais plus forte maintenant. Les traitements avaient mieux fonctionné qu'espéré. Mes médecins à l'hôpital Saint-Joseph parlaient de réponses très encourageantes. Mes analyses sanguines s'amélioraient. Mon énergie revenait. Le poids qui alourdissait mon corps s'allégeait. La maladie qui faisait de moi une cible facile pour Camille relâchait son emprise. Ce jour-là, Maître Fournier lançait les premières actions discrètes en coulisses. Gels de compte, retenue de propriété, marquage d'actifs, tout déposé sous des provisions protectrices d'urgence. Les institutions financières ne s'y laitaient à peine. Une fois les preuves de falsification soumises, Camille n'avait aucune idée, tandis qu'elle m'envoyait des textos quotidiens avec ses mises à jour. Mielleuse, payer ton prochain versement d'hypothèque. Maman, ne stresse pas. Les murs autour de son plan se refermaient déjà. Elle était si sûre d'elle. Anne passait tard ce soir-là, avec la dernière mise à jour. La maison est marquée. Elle ne pourra pas déposer de transfert de propriété sans déclencher un examen immédiat maintenant. Je m'asseyais à la table de la cuisine, passant mes doigts sur le bord usé du bois. Mon mari avait construit cette table, nous avions élevé notre famille ici. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque larme, chaque joie vivait dans cette maison. Elle pensait vraiment tout prendre. Murmurai-je. La voix d'Anne était calme, mais ferme. Elle ne pense pas que tu te battrais. Je souriais, sans humour, parce que je ne l'ai jamais fait avant. Nous ne trinquions pas, rien à célébrer encore. Ce n'était pas une victoire, c'était un positionnement. Camille pensait encore me guider sur un chemin de son choix. Elle ignorait que le sol sous elle se fissurait déjà. Chaque fois qu'elle souriait, me rappelait de lui faire confiance. Posait une autre brique fausse dans son petit plan. Je souriais en retour et attendais, car quand ça éclaterait enfin, elle ne perdrait pas juste la maison, elle perdrait tout ce qu'elle pensait posséder. Ils étaient à l'autre bout du monde. Quand ça arrivait,
Camille m'avait envoyé un texto joyeux, juste avant d'embarquer. Enfin, en vacances bien méritées. Ne t'inquiète pas, maman, tout est géré. Je t'aime. Je fixais le message longtemps. L'audace. Elle était si certaine d'avoir gagné, certaine que la vieille femme faible qu'elle pensait contrôler était bien rangée, ignorante, malléable. Mais pendant qu'elle trinquait au champagne dans une villa hors de prix, son monde commençait à s'effondrer. À minuit précis, Maître Fournier déclenchait la première vague de gel. Le département juridique du courtier agissait vite, verrouillant chaque compte lié à mon nom, y compris le fonds privé non autorisé que Lucas siphonnait. Les institutions financières avaient des copies des documents falsifiés, documentés, horodatage, irréfutables simultanément. Le bureau du registre du comté marquait mon acte de propriété. Toute tentative de transfert, refinancement ou mise en gage nécessitait désormais ma présence explicite. Un consentement notarié. C'était chirurgical, propre, discrète. Au matin, la trace papier était blindée. Je m'asseyais dans mon fauteuil ce soir-là, téléphone en main. Attendant, la maison était immobile. Le tic-tac doux de l'horloge grand-père résonnait dans le silence. Comme un compte à rebours, le premier message arrivait vers 20h. « Salut, maman, peux-tu m'appeler? Il y a un problème avec l'accès au compte. » Je ne répondais pas. 20 minutes plus tard, une autre texto. « As-tu changé tes mots de passe? La banque ne nous laisse pas passer. » Je ne disais toujours rien. Vers 21h30, les appels commençaient. D'abord Camille, puis Lucas, puis les deux. Encore et encore. Chaque sonnerie comme un petit battement de tambour de justice. Il n'était pas juste confus. Il paniquait. Bien. Je mettais le téléphone en silencieux, le laissais vibrer sur la table basse. À minuit, les messages vocaux devenaient désespérés. « Maman, rappelle-moi, s'il te plaît. Il y a un gros problème avec le compte d'entreprise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si ça ne se règle pas d'ici demain, nous perdrons tout. » Demain, je souriais faiblement. Demain était déjà là. Je me levais, marchais vers la fenêtre, écartant légèrement les rideaux. La lune était brillante ce soir, projetant de longues ombres sur mon jardin silencieux. Le même jardin où Camille courait pieds nus enfant. Le même qu'elle essayait de voler avec un stylo. Je murmurais à moi-même, voix stable. Tu ne me manques que maintenant que j'ai dit non. Le lendemain matin, Anne y appelait tôt. Sa voix stable, mais portant une lueur de satisfaction. C'est fait. Tout tient. Tout. Le courtier a confirmé que les comptes de Lucas sont gelés. La maison protégée. Elle marquait une pause, laissant le poids s'installer. Le nom de ta fille est officiellement marqué dans le rapport de fraude. Je laissai le silence planer un instant, avant de répondre. Bien, nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Nous avions construit ça, morceau par morceau, soigneusement, patiemment. Et maintenant tout était verrouillé. Mais je savais ce qui venait ensuite. La confrontation. Car Camille, ma fille, frapperait bientôt à la porte. Et cette fois, ce ne serait pas avec des fleurs. Il n'attendait même pas un jour complet après l'atterrissage. Les coups sur ma porte secouaient le calme matinal. Je restais dans le couloir un instant, laissant l'écho de leur désespoir s'installer dans les murs de ma maison. Ma maison. En ouvrant la porte, Camille passait en trombe. Avant que je ne parle, Lucas suivait, visage pâle, mâchoire crispée. Les yeux de Camille étaient sauvages, grandes de panique, mais mêlées de quelque chose de plus méchant. Colère, pure, prétention. Maman, lançait-elle, se tournant vers moi dans le salon. C'est quoi ce bordel? Je fermais la porte doucement, tournais le verrou, les faisais face calmement. Bonjour, ne joue pas avec moi, criait-elle. Les comptes sont gelés. Ils disent que l'acte est sous une sorte de retenue de protection. On ne peut rien bouger. Ils disent que tu as autorisé tout ça. L'as-tu fait?
Je ne scellais pas. Oui, une seconde. On aurait dit qu'elle ne comprenait pas le mot. Comme si ça ne calculait pas que j'avais enfin repris le contrôle. Tout. Tu ne peux pas juste, bégayait-elle. Voix tremblante. Tu es malade. Tu ne penses pas clairement. Lucas disait que ça pourrait arriver. Qu'est-on? Je la coupais. Voix calme, mais solide. Je pense plus clairement que depuis des mois. Son souffle se bloquait. Elle essayait de se recomposer, lissant ses cheveux avec des doigts tremblants. Nous avons besoin d'accès à ces fonds. Maman, disait-elle, adoucissant son ton, comme si ça marcherait maintenant. Tu sais que l'entreprise de Lucas dépend de ce capital. Tu as accepté de nous aider. Non, disais-je vivement, ma voix tranchant ses mensonges. Tu m'as dit que j'avais accepté. Tu as falsifié ma signature. Tu m'as manipulée. Quand tu pensais que j'étais trop faible pour le voir. Lucas parlait enfin, avançant, voix basse, ménachante. Tu vas nous ruiner. Je croisais son regard, ma voix froide. Vous vous êtes ruiné vous-même. Le visage de Camille se tordait. Tu ne comprends pas dans quel pétrin ça nous met. Veux-tu qu'on perde tout? La maison, l'entreprise. Je laissais échapper un petit rire amer. La maison qu'il a essayé de me voler. La maison que j'ai payée, entretenue, protégée. Pendant que vous complotiez dans mon dos, cette maison, ses yeux brillaient. Pas de tristesse, de fureur. Nous sommes une famille. Maman, sifflait-elle, tu ne peux pas nous couper comme ça. Je m'approchais, ma voix tombant à un niveau si bas qu'elle devait écouter. Famille, murmurai-je. La famille ne vole pas. Ne mens pas. Ne s'assois pas près de mon lit d'hôpital pour planifier comment découper ma vie. Pendant que je respire encore, des larmes perlaient enfin dans ses yeux. Pas de culpabilité, des pertes. Lucas s'attisissait. Bras l'attirant légèrement en arrière, on devrait appeler un avocat. Vous êtes libre d'essayer, disais-je, désignant les papiers soigneusement empilés sur la table d'appoint. Tout est documenté, chaque signature falsifiée, chaque transfert non autorisé, chaque conversation enregistrée. Camille se figeait, enregistré. Oui, disais-je, voix inébranlable, j'ai tout enregistré. Camille, chaque réunion, chaque mot, chaque fois que tu t'es assise ici, souriante, main tente en face. Pendant un long moment, la pièce était lourde d'un silence stupéfait. Enfin, la contenance de Lucas craquait d'abord. Ses yeux se tournaient vers la porte. Il murmurait quelque chose de dur à Camille. Quelque chose sur appeler quelqu'un, sur le contrôle des dégâts. Mais elle restait figée, bouche légèrement ouverte, clignant, comme giflée. Tu pensais que j'étais faible? Disais-je doucement. Tu pensais pouvoir m'attendre. Tu m'as sous-estimé. La voix de Camille se brisait en un murmure désespéré. S'il te plaît, maman, on peut réparer ça. Je secouais la tête. Ferme. Non, Camille, tu ne répares pas ce que tu as essayé de détruire. La porte d'entrée se dressait derrière eux, comme un bord de falaise. Maintenant, disais-je calmement, je pense que vous devriez partir. Ils ne partaient pas d'eux-mêmes. Quand la police arrivait cet après-midi-là, la voix de Camille passait des supplications aux cris, alternant entre excuses, reproches, menaces voilées. Lucas faisait les 100 pas près de la fenêtre, comme un animal piégé, regardant son téléphone toutes les quelques minutes, comme si un appel miraculeux viendrait le sauver. Mais aucun appel ne venait. Les officiers étaient calmes, professionnels. Ils avaient des copies de tout, grâce à Maître Fournier. Transferts financiers frauduleux, signatures falsifiées, enregistrements audio qui faisaient secouer la tête, même aux détectives chevronnés. Ce n'est plus une affaire civile, disait l'officier principal, s'adressant à eux. Nous avons des preuves de fraude criminelle, accès non autorisé à des actifs protégés, manipulation d'identité. Camille craquait alors,
Le masque qu'elle portait depuis si longtemps se fissurait grand ouvert. « Maman, s'il te plaît !» sanglotait-elle, trébuchant en avant. « Mince jointe, s'il te plaît. Ne fais pas ça. J'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas te blesser. Nous essayons juste de construire un avenir. » Je restais stable, bras croisés sur ma poitrine, voix froide, mais contrôlée. Vous construisiez un avenir sur ma tombe. Lucas ne disait rien, ses yeux s'agitaient sauvagement dans la pièce, calculant, pesant chaque sortie, chaque angle. Puis, comme le lâche que je soupçonnais, il s'élançait, poussait un officier, tentait une course désespérée vers la porte. 2 pas, c'est tout ce qu'il faisait, avant d'être plaqué au sol. Son téléphone claquait sur le parquet avec un craquement sec. Camille laissait échapper un sanglot guttural en le voyant traîner par les bras. « Lucas, ne me laisse pas, né. » Mais il ne tournait même pas la tête. Il était déjà parti dans son esprit. L'officier le sécurisait vite, lissant ses droits, tandis qu'il restait là, allaitant, sointe. Je regardais tout avec un calme étrange, détaché. Pas de triomphe, pas de jubilation, de la clarté. Pendant des mois, j'avais été dans ce même salon, faillible, effrayée, incertaine de qui croire. Mais maintenant, je voyais tout pour ce que c'était. L'amour que je pensais avoir de ma fille était toujours conditionnel, lié à ce qu'elle pouvait prendre. Et quand elle pensait que le puits s'asséchait, elle n'hésitait pas à creuser plus loin dans ma tombe. Un officier s'approchait doucement, voix douce. « Madame, voulez-vous porter plainte complète ?» Le visage strié de larmes de Camille se tournait vers moi, yeux grands de désespoir. Je ne répondais pas tout de suite. Je la regardais. Vraiment, pour la première fois depuis des mois, c'était la femme qui me suppliait pour plus d'argent de poche à l'université, qui m'appelait en pleurant quand Lucas rompait la première fois, que je tenais à travers les pires années de l'abandon de son père. Et maintenant, elle se tenait là, seule, exposée, terrifiée, pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu mon argent. Je redressai les épaules, ma voix stable. « Oui, plainte complète. » Camille s'effondrait en un tas sanglotant, tandis que les officiers la guidaient vers la porte. Doucement, mais fermement. Haine l'attirante. Sa voix craquait à travers la maison silencieuse. Une dernière fois. « Maman, tu ne m'aimes plus. » Je tenais son regard, tandis que les mots frappaient l'air. « Non, murmurai-je. Voix calme. Je m'aime maintenant. » Et la porte se fermait derrière eux. Ça ne prenait pas longtemps pour que le reste s'effondre. À la fin de la semaine, Camille n'avait plus rien. Lucas était parti, disparu avant son audience de caution. Fuyant, comme un rat d'un navire qui coule, l'entreprise s'effondrait du jour au lendemain. Une fois la fraude financière révélée, les investisseurs se retiraient. Les partenaires les abandonnaient. Leur grand avenir se dissolvait aussi vite qu'il avait été construit. Camille essayait de rester dans la maison qu'elle appelait autrefois la sienne. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas. La propriété m'appartenait, entièrement protégée par ordonnance judiciaire. La même maison qu'elle essayait de voler était maintenant légalement scellée contre elle. L'expulsion était rapide. Quand il l'escortait hors de la propriété, elle ne criait pas, ne se battait pas, s'asseyait juste sur le trottoir, vidait ses affaires entassées dans des sacs poubelles à ses pieds. Les mêmes voisins qui l'enviaient autrefois regardaient maintenant derrière leurs rideaux, secouant la tête en jugement discret. Personne ne l'aidait et je ne venais pas à la porte. Je n'avais pas besoin. Elle avait déjà fait ses choix bien avant ce jour. Cette semaine-là, Maître Fournier finalisait la récupération complète de mes comptes. Chaque euro volé tracé, gelé, retourné. Le dommage n'était pas petit, mais réparable. Grâce au travail acharné d'Anne, rien ne glissait entre leurs doigts avides. Je rencontrai Maître Fournier une dernière fois au cabinet Fournier, à Nîmes, pour signer les derniers papiers.
C'est fini, disait-il, glissant le dossier vers moi. Je fixais les pages un instant, ressentant quelque chose que je n'avais pas permis depuis des mois. Du soulagement. Pas le genre fragile, le permanent. Celui qui vient. Quand on ferme enfin une porte qui aurait dû l'être il y a longtemps, je quittais son bureau plus légère que je n'étais entrée. Pas juste financièrement, émotionnellement libre. Le mois suivant, je faisais un don discret, importante, à une association locale à Ouzès, luttant contre l'abus financier des aînés. Je demandais l'anonymat, pas par honte, mais parce que je savais qu'il y en avait beaucoup comme moi. Des parents qui donnaient trop, faisaient confiance trop facilement, payaient cher pour ça. Si même l'un d'eux pouvait trouver de l'aide plus tôt que moi, ça valait chaque centime. Je n'en parlais à personne, pas même à Anne. Certaines victoires sont mieux gardées privées. Les traitements de chimio continuaient, mais ma santé se stabilisait. Les médecins souriaient plus maintenant. Quand ils me parlaient, ma force revenait lentement, un pas têtu à la fois. Je me retrouvais même à jardiner à nouveau, arrachant les mauvaises herbes, taillant les haies, plantant de nouveaux bulbes pour le printemps. La vie, réalisais-je, n'était pas quelque chose qu'il pouvait voler après tout.